Hop les... Bon bah les amis, on est reparti pour une petite balade. Cette fois-ci je vais vous emmener du côté du Palais Royal. Alors j'ai pas beaucoup de temps parce que à 14h je vais au théâtre. Voilà, les amis et moi vont au théâtre. J'y vais pas souvent donc je suis content de... je serais content de pas être en retard, surtout que c'est un petit peu moi qui ai sollicité ça. J'ai pas envie de mettre les associés en retard, j'y vais avec tout le monde. On va voir les Trois Mousquetaires au théâtre du Palais Royal, donc c'est un peu pour ça que je vous emmène marcher là-bas. Je vous emmène marcher avant. J'ai une petite demi-heure et j'ai besoin de clarifier un peu mes idées sur Henri Bergson et principalement sur les idées qui sont présentes dans ce bouquin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est que les Red Band Metal filment d'un peu loin. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va essayer. Il y a deux questions que je me pose notamment sur ce bouquin et je suis en train de vous préparer une vidéo en fait sur le sujet. Et il y a deux sujets qui sont intéressants dedans. Le premier, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de concepts bergsoniens qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que les gens intelligents montent pas de boîte et sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons, je suis un fils de pute. Je veux dire, dans un contexte entrepreneurial, ils sont moins bons que leur intelligence leur aurait supposé qu'ils devraient être. Bon, ouais, je traverse au rouge un peu, mais ça paraît bien quand même. Hein. Je vais au théâtre. Et seconde chose, Bergson, et c'est là le concept le plus révolutionnaire, entre guillemets, qui fait que je me suis intéressé au Boog, c'est tout ce qu'il dit sur la création de nouveautés. Je trouve que Bergson est le philosophe le plus pertinent. Je comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas au courant de ça dans la Startup Nation pour expliquer la création de nouveautés et pourquoi est-ce qu'on est incapable de prédire ce qui va fonctionner. Moi, il y a toujours un truc qui m'a choqué beaucoup. C'est en startup, ou en innovation de manière générale, c'est que même les gens les plus experts dont le travail c'est d'identifier les trucs qui vont fonctionner ont un ratio de réussite qui est pitoyable. Donc notamment je pense au VC. Voilà. Voilà, on est à Paris. Hein. C'était en fait la meuf, elle était en train de tourner une vidéo pour Instagram. Donc, je suis en train de faire exactement la même chose. Donc, je vais retenir un peu mon jugement. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. C'est-à-dire que même le meilleur des VC réussit. Je sais pas quelle est la stat, mais à mon avis, c'est une fois sur 10, 2 fois sur 10. Alors que c'est son métier de prévoir la nouveauté et ce qui va fonctionner. Donc, en gros, le changement. Et ce truc-là, c'est un concept qui est expliqué par Bergson et qui est un petit peu l'ambition créative que j'ai pour vous dans ces prochains mois, c'est de créer une théorie entrepreneuriale. Bah, point. Point. Une théorie entrepreneuriale. C'est-à-dire, en gros, de mobiliser des concepts qui sont extra business pour expliquer exactement et réussir à caractériser quelles sont les propriétés en fait de l'acte de création entrepreneuriale. Et quand j'ai l'acte de création entrepreneuriale, c'est vraiment les premiers instants. Ce truc il y a un peu de mystique et c'est pour ça qu'on dit que c'est si bullshit d'ailleurs quand on parle des premiers instants d'une boîte et qu'on parle de start-up, d'innovation, etc. et qu'on balance des tartes à la crème un petit peu de trucs que tout le monde devrait appliquer, des concepts genre ouais, faut aller vite. Faut recruter des A-players, des trucs comme ça. Et donc en fait, on est un peu obligé de plaquer des concepts sur cette phase-là parce que elle est difficilement théorisable. Et donc là-dedans, ce qui m'a permis de comprendre la spécificité de ce type d'environnement, c'est la distinction que fait Bergson entre la création et la fabrication. Donc je voulais vous en parler un petit peu et voir où est-ce que je bloque pour ensuite j'irai faire mes recherches. Ça me permettra de progresser un petit peu dans mon raisonnement pour l'essai que je vous prépare. Donc, on va commencer par parler de ça. En gros, toute la pensée de Bergson, elle part d'un constat. Il a un concept qui lui a valu un petit prix Nobel de littérature, parce qu'à l'époque, le prix Nobel de philosophie n'existait pas. C'est la durée. Donc, Bergson n'a jamais dit qu'une seule chose dans sa vie. Il a dit lors d'une de ses conférences, c'est que le temps n'est pas de l'espace. Et là, vous vous dites, oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Donc, en gros, Bergson, il va différencier deux choses. Il dit qu'il y a le temps de la matière et le temps de la conscience. Donc, par exemple, quand vous regardez une horloge, quand vous êtes en cours de maths et que vous faites extrêmement chier, que vous regardez l'horloge en attendant que ça passe, il s'est passé 1 minute, mais vous, le ressenti a été beaucoup plus long.
ce que vous faites quand vous faites 1 minute d'un truc que vous aimez, vous avez l'impression que ça passe en 1 seconde. Et donc en gros, il différencie 2 choses. Il y a le temps spatial, c'est-à-dire le temps qu'on partage tous, le temps des horloges, et le temps de la conscience. Et donc il dit qu'en fait, l'erreur qu'on fait quand on essaie de prévoir la nouveauté, et donc en fait quand on est dans une phase de création, c'est qu'on va confondre le temps avec de l'espace. Qu'on va essayer en fait de considérer la création de nouveautés. Et d'ailleurs, Bergson dit que le réel, c'est la création continue d'imprévisibles nouveautés. Et donc en gros, là où il en arrive, c'est qu'il dit que la vie est un élan vital qui en fait crée de la nouveauté perpétuellement, qu'on est incapable de saisir parce que c'est pas un truc qui se théorise. En fait, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est regarder j'allais dire non, c'est pas a posteriori, que c'est quoi dans le temps, c'est après. Enfin bref, regarder derrière et d'expliquer des changements. Et on va dire que par exemple, je sais pas, la Révolution française, elle est arrivée parce que il y a des idées. Il y a des idées qui sont arrivées des États-Unis, qui ont été ramenées par Lafayette, et que c'était il y a un réseau de causes qui permettent d'expliquer que la Révolution française s'est produite. Hegel dirait que c'est la liberté. Hegel, il a une théorie toute sa théorie, c'est que l'histoire, c'est le déroulement de l'idée de liberté dans le temps. Et il disait que c'était l'idée de liberté progressait et a donné cet événement historique. Où est-ce que je voulais en venir? Je me suis perdu un petit peu dans mon histoire. Voilà, donc en gros, le changement d'une création d'imprévisibles nouveautés et donc l'intelligence. Et donc l'intelligence, c'est le fait de spatialiser, c'est-à-dire de découper, de mettre dans des concepts. L'intelligence, ça sert en fait à agir sur le réel. Ça permet de transformer. Je vous cherche un exemple, mais voilà. Bon, bref, c'est certainement ça qu'il faudrait que j'aille creuser. Et l'intelligence, ça sert à spatialiser. Ça veut dire ça sert à agir, et ça sert en fait l'intelligence, c'est l'intelligence des modèles. Donc on va dire, ok, vous êtes un financier, vous êtes un fonds d'investissement, vous vous dites tel marché a évolué de telle façon. J'ai tous ces points de données, 1 millier de points de données, maintenant je fais un modèle qui va me permettre de prévoir le futur. Ça, il dit Bergson, il dit que par défaut, ce truc-là est biaisé. Ça ne te dira jamais l'exactitude du mouvement. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte un petit peu quand vous essayez de prévoir le futur avec l'intelligence. Dites-vous, il prend l'exemple d'ailleurs dans la conférence qui s'appelle Le possible et le réel. D'ailleurs, si vous voulez commencer avec Bergson, commencez par celle-là, c'est celle qui est la plus utile pour les entrepreneurs. Et il prend l'exemple d'une personne qui anticipe. Disons que vous avez une réunion le lendemain. Vous savez qui vous allez voir, vous savez ce que vous allez faire, vous savez de quoi en gros, vous faites une idée de comment va se passer l'événement. Et pourtant, vous pouvez vous faire une idée extrêmement précise, c'est-à-dire que ça peut être un rendez-vous que vous avez fait 100 fois dans le passé. Quand vous serez dedans, demain, ça ne sera jamais exactement comme vous l'avez imaginé. Et c'est pourquoi? C'est parce que l'intelligence, avec ses modèles, en fait, elle rate un truc. Elle rate le mouvement. Et là est l'idée clé de Bergson, c'est que l'intelligence échoue à saisir le mouvement. L'intelligence, ça n'est adapté que pour l'inerte. Si vous voulez découper quelque chose, il faut le tuer d'abord. C'est que si vous voulez comprendre comment fonctionne un corps, il faut que ce soit un cadavre pour le décortiquer. Mais bon, du coup, ça implique de tuer. Il y avait Canguilhem, qui est un autre philosophe, qui disait « penser, c'est tuer ». C'est un philosophe qui est très inspiré par Bergson. Il y a beaucoup de philosophes qui ont poursuivi la pensée de Bergson. C'est vraiment une école de philosophie et le bergsonisme qui a beaucoup impacté l'histoire des idées. Et donc c'est pour ça que c'est très sympa quand tu lis Bergson, c'est que tu as beaucoup de commentateurs. Notamment, moi, celui qui m'a beaucoup aidé, c'est Deleuze, avec un bouquin qui s'appelle Le bergsonisme, qui est parfois un peu plus compliqué que le bouquin originel. Mais je vous conseille, de toute façon, si vous voulez, la porte d'entrée dans Bergson, pour moi, c'est la pensée de mouvement. C'est vraiment ça qui est le plus facile. Et si vous voulez commencer, donc, soit vous faites le possible et le réel, soit vous faites l'intuition philosophique. Et ça, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il dit, si l'intelligence ne permet pas de penser le mouvement, qu'est-ce qui permet de penser le mouvement? Et il dit que c'est l'intuition. Et donc c'est là où il introduit une différence, mais qui est colossale, qui est monumentale, entre le temps et la durée. La durée, c'est quoi? La durée, c'est le temps de la conscience. Et la durée, en gros, c'est vivre. L'intelligence saisit les choses de l'extérieur, la durée, c'est les vivre de l'intérieur. Donc, vous savez, par exemple, là où l'intelligence vous décrirait la réaction chimique qui se passe dans votre corps quand vous êtes amoureux, par exemple, quand vous allez le vivre, ça n'aura rien à voir. Et vous, en fait, vous allez connaître les choses de l'intérieur, vous allez vivre, il appelle ça entrer en sympathie avec la durée, c'est-à-dire vivre les choses de l'intérieur. Et donc il dit qu'en fait le changement, le mouvement surtout, pardon, pas le changement, ne peut être vécu que de l'intérieur.
Et comment tu vis les choses de l'intérieur? Tu les vis avec l'intuition. Et c'est ça son concept qui est le plus matrixant, qui selon moi explique parfaitement pourquoi est-ce que les gens intelligents ne comprennent rien à la production du changement. C'est parce qu'ils essaient de le foutre dans des modèles. Parce que le changement, ça se ressent. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que vous avez des gens qui parfois sortent de nulle part et font des boîtes de fous malades. Parce que c'est des gens qui sont très intuitifs. Et j'en ai rencontré énormément en fait, dans mes amis entrepreneurs. De toute façon, parmi les gens les plus successful, c'est jamais les gens qui académiquement sont les plus monstrueux. C'est des gens qui ont un autre type d'intelligence. Et c'est l'intuition. Je suis si j'ai le temps d'aller aux Tuileries. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il est 44. On va gentiment marcher et retourner sur nos pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce sont deux concepts que je trouve matrixants, ça explose le crâne. Enfin, deux concepts, deux questions. Je vous parlais de la question de pourquoi est-ce que les gens intelligents font pas toujours les meilleures boîtes. Et ensuite, comment fonctionne la création de nouveautés. Donc je vais creuser un peu tout ça et essayer de vous faire une théorie entrepreneuriale sur la... je dis pas une théorie entrepreneuriale, pardon, mais juste une théorie de la création entrepreneuriale, voilà, exactement. Et pourquoi est-ce qu'en fait, voilà, ah oui, et j'ai pas conclu sur création et fabrication. Bon, je pense que vous aurez pu connecter les points si vous arrivez à suivre un peu mon raisonnement. C'est que là, du coup, l'intuition, c'est la création, et la fabrication, c'est les mecs intelligents. Et on pourrait croire que Bergson dit que les mecs intuitifs sont bien meilleurs que les mecs intelligents. C'est absolument pas la conclusion de la pensée de Bergson. Il dit que justement, pour faire des trucs importants, il faut les deux. Et ça correspond parfaitement à l'expérience que j'ai de monter une boîte. Et moi, le mec intelligent chez moi, c'est Paul. Et donc, je suis plutôt le mec intuitif. Et donc, moi, je suis capable de créer des trucs et Paul de les fabriquer. Donc, la fabrication, c'est quoi? C'est les ingénieurs, en fait, globalement. C'est quand il faut faire voler des avions, c'est pas ton intuition qui va faire voler un avion. Mais par contre, c'est la mise en mouvement est faite par la création. Donc, je sais pas si ce concept m'intéresse que moi. J'ai vraiment l'impression que pour moi, c'est un modèle qui approxime vraiment très bien ce qu'est la création entrepreneuriale et le changement. Et pour moi, c'est une question c'est pour ça que je pense que la vidéo que je vais vous faire traitera de ce sujet-là en particulier. C'est parce qu'en fait, il y a derrière un enjeu extrêmement important, c'est que celui qui arrive à saisir le changement, c'est celui qui arrive à devenir très, 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 très riche. Un petit peu l'idée qui gouverne les contenus que je veux vous produire. Enfin, pas juste vous produire des trucs qui vous permettent de devenir riche, mais vous permettre de mobiliser les concepts un petit peu de mes différentes sources d'inspiration pour vous produire des trucs utiles. Et c'est le gros défaut de la philosophie telle qu'on la conçoit, c'est qu'on a l'impression que c'est uniquement de la conceptualisation. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a plein d'écoles de pensée en philo qui sont très pratiques. Les stoïciens, c'est un bon exemple. Si vous voulez lire Thoreau, c'est excellent. Thoreau, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Walden, dans lequel il a cette citation qui est un banger qui dit il y a désormais, il y a aujourd'hui beaucoup plus de profs de philosophie et pas assez de philosophes. Et donc dedans, il développe le fait qu'en fait, les gens qui vivent les vies les plus philosophiques sont souvent les gens qui n'ont jamais entendu parler de la philosophie. Et donc donc on peut utiliser la philosophie pour ça. Et voilà, donc je vais essayer de travailler un peu ces idées-là. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a énormément de conséquences de la durée sur plein d'éléments très pratiques de nos vies. Et donc personne n'a écrit le bouquin qui théorise ça. Il introduit la durée dans les données immédiates de la conscience, qui est son premier bouquin. Et ensuite, il y a son bouquin gros banger pour lequel il reçoit le prix Nobel, c'est l'évolution créatrice en 1907. Donc, c'est celui-là que j'ai pas encore terminé. Il est un peu dur, j'avoue. Donc, je prends mon temps. Et après, il y a aussi des bouquins majeurs qui interviennent derrière, et notamment le dernier qui est Les deux sources de la morale et de la religion, dans lequel il introduit l'idée du héros moral. Et je vous ferai une vidéo sur l'héroïsme. C'est une magnifique transition avec le fait que j'arrive au Palais Royal. Première pièce que je suis allé voir ici, c'est Edmond. Edmond, c'est l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac, qui est, selon moi, le héros le plus pur. Ça prend la définition la plus pure d'un héros. Et c'est pareil, Edmond, c'est Edmond Rostand. Celui qui a fait Cyrano de Bergerac, c'est quelqu'un qui a pris la Légion d'honneur 5 jours après la diffusion de Cyrano de Bergerac. Tellement il a saisi l'esprit français, il l'a mis dans un personnage. Et ça, c'est une seconde ambition que j'ai, c'est de réussir à produire des choses qui sont à la fois, qui font progresser la connaissance sur un sujet et qui sont adaptées au mainstream. Et qui est-ce que je vois? Paul Maher,
c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi t'as une cravate?